Saviez-vous que vous pouvez payer votre billet d'avion Camerco avec MTN Momo? C'est très simple. Contactez le call center Camerco au 233 50 55 00. Communiquez votre nom, la date et l'heure de votre vol, votre adresse email et votre numéro de téléphone. Notez le code de référence qui vous sera communiqué. Effectuez votre paiement par MTN Momo en indiquant la référence obtenue dans le message. Et recevez par mail votre numéro de billet d'avion en confirmation de votre paiement. Bravo et bon voyage. In Phoenix, the future is now. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition de 7 minutes pour convaincre, édition spéciale sur Afrique Informe. C'est la lauréate du concours de plaidoirie contre la peine de mort organisé en France en 2015, défenseur de la cause des faibles et démunis. Elle a récemment été saluée par ses compatriotes grâce à sa prestation devant le Conseil constitutionnel que beaucoup ont jugé de courageuse et audacieuse dans le cadre du contentieux post-électoral. Avec elle, nous échangerons sur sa vie, son parcours professionnel, son engagement en tant que membre du MRC et la revendication de victoire de son candidat à la dernière élection présidentielle. Bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Nous sommes avec Maître Ndoki. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous recevoir. C'est un plaisir d'être invité. Il paraît que c'est même un privilège. Je vous en prie alors. Beaucoup vous connaissent comme avocate stagiaire au barreau du Cameroun. En dehors de cette casquette, qui est Maître Ndoki? Parlez-nous un peu de votre trajectoire, de vos études à votre parcours professionnel. Alors, d'abord, je ne suis plus avocate stagiaire. J'ai prêté serment et donc je suis désormais avocate au barreau du Cameroun depuis le 4 juillet 2018. Félicitations. Oui, merci beaucoup. C'est la dernière étape d'un long parcours. Je ne sais pas si je dois commencer à la maternelle mais disons que j'ai eu mon bac en 91 au lycée Jos de Douala. Oui. En 1991 et qu'ensuite je suis partie à l'étranger en France pour faire des études de droit, que c'était le choix de mon père. À l'époque je pensais plutôt faire du marketing ou bien jusqu'à la fin de la première année d'ailleurs j'avais pensé faire des études de psychologie, mais mon père n'était pas d'accord. Je suis l'aînée de 4 filles par ma mère et je pense qu'il avait une idée très précise de ce que je devais devenir et je suis très heureuse que, en fait, son idée et la mienne aient fini par coïncider parce que je suis arrivée donc au droit par hasard et c'était une rencontre extraordinaire. J'étais tout de suite extrêmement passionnée par cette matière qui est vraiment une matière vivante. C'est cet endroit où les relations entre êtres humains, les valeurs se rencontrent et deviennent des concepts, des règles que tout le monde doit suivre pour que nous puissions vivre ensemble en harmonie. Donc, j'ai poursuivi mes études de droit, je me suis spécialisée en droit des entreprises et quand j'ai terminé, j'ai travaillé un tout petit peu en France, d'abord un stage de fin d'études, ensuite un contrat à durée déterminée, donc je suis restée 1 an. Et puis je me suis dit, bon, le contrat s'achevait, j'avais le choix entre commencer le cycle des réinscriptions en doctorat, petit boulot, etc., en espérant trouver ma place dans la société française et essayer de rentrer chez moi. Puis un jour, je me suis dit, attends, qu'est-ce que je fais là? Moi, j'ai un endroit où je pense que je peux être utile, où il y a de la place pour les personnes comme moi. Oui. Autant que j'en profite avant qu'il n'y en ait plus, plutôt que de rester là à m'obstiner, à me faire une place dans un environnement où on me montre de plus en plus que c'est difficile. On est mal à l'aise, que je sois là ou que les gens qui me ressemblent soient là. Donc je suis rentrée en fin 97. Oui. Et puis, quelques mois après, j'ai eu la chance et le privilège énorme d'être recrutée par une dame qui m'a tout appris de ce métier et qui m'a appris en premier lieu à l'aimer. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Marie-André Ngoué. Aujourd'hui, c'est l'une des avocates les plus anciennes. Je crois qu'elle fait partie de la 2e génération des avocates de l'histoire du Cameroun. La première génération étant essentiellement composée d'étrangers à l'époque, Maître Viadzi, et puis après Maître Brier, Maître Battu.
et dont beaucoup ne sont plus des nôtres aujourd'hui. Oui. Donc, je rejoins le cabinet de Maître Marie-André Ngoué, qui fait beaucoup du droit des affaires, donc qui est surtout tourné vers le service aux entreprises, assistance aux entreprises. Et je reste avec elle pendant 5 ans, où je progresse. Au début, je ne veux pas être avocate parce que je trouve que notre système judiciaire n'est pas suffisamment fort. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir l'assurance et donner l'assurance à votre client que quand vous allez devant un juge, le droit sera dit. Hein, on est dans une espèce de vacuum, oui, où des fois on dit le droit, des fois on ne le dit pas. Bien souvent, il y a d'autres choses qui entrent en ligne de compte. Et moi, au début, j'étais jeune et naïve. Je me disais, bon, je vais pas pouvoir... voilà, je ne vais pas pouvoir être efficace et faire honnêtement mon métier dans ces conditions-là. Je préfère donner des conseils et ne pas savoir ce qu'ils deviennent. Et puis, j'ai continué sur cette lancée quand je suis partie du cabinet, parce qu'à un moment, bon, vous êtes juriste, les autres vont au palais, les autres ont le titre d'avocat, donc ils vont défendre vos dossiers. Tout à fait. Vous préparez la partie écrite, mais c'est d'autres qui vont défendre vos dossiers. Ça commence à devenir un peu limitant, un peu frustrant, parce que bon. Et puis, bon, je veux continuer dans le conseil, donc je pars et je vais travailler pour FIDAfrica, oui, la branche juridique et fiscale de Price Waterhouse à l'époque, qui est devenue ensuite PricewaterhouseCoopers. Et puis, je reste là 3 ans et j'ai une opportunité pour entrer dans le monde des entreprises, comme juriste, mais en interne. Okay. Et là, je me dis, c'est la bonne planque. Je vais seulement donner des conseils à un client, une entreprise, parce que je suis toujours rongée par ce besoin de voir ce que le conseil devient, oui, de voir le conseil juridique prendre vie et devenir quelque part un changement. Tout à fait. Dans soit l'organisation sociale, soit les rapports. Je continue d'avoir cette soif de justice, en fait. Donc, je vais rester en entreprise à partir de 2006 jusqu'en 2012, finalement. 6 ans. Oui. Je suis restée un peu chez Orange, Cameroun, quelques mois. Et puis, je suis allée chez Guinness, Cameroun, qui est devenu Diageo, oui, etc. Super expérience. Je découvre un monde différent parce que vraiment, je suis de culture latine, francophone, etc. Et puis là, je rentre dans le monde du droit à la mode anglo-saxonne, oui, parce que Guinness travaille de manière très proche avec la maison mère qui est à Londres. Donc je découvre le monde anglo-saxon, une philosophie, une rigueur, quelque chose d'un peu plus scientifique, oui, que discursif, si je puis dire. Et là aussi, vraiment, je me passionne et je me moule et je finis par ressortir de là avec quelque chose comme des valeurs, des lignes et une meilleure compréhension de la manière dont je veux faire et vivre le droit. Et c'est là que je me rends compte que je ne vais pas pouvoir l'éviter. Je ne peux pas rester salarié. Mon engagement politique est devenu un peu plus présent dans ma vie à ce moment-là. Et il faut que je retourne, et c'est comme ça que je retourne d'abord dans le conseil en indépendant, et ensuite à mes premiers amours, le métier d'avocat. Je commence mon stage, après avoir eu l'examen en 2014, je commence mon stage chez Maître Ndoki Dikoumé, qui n'est pas un parent, qui est un homonyme et un ami de mes parents, et mon parrain en fait. En janvier 2015, je vais effectuer mon stage là-bas jusqu'au moment où je ressors avec l'examen de sortie que je fais serment et que je peux enfin devenir un avocat pour moi-même, si j'ai pu dire ça comme ça. D'accord. Alors, on vous présente comme l'avocate des faibles. Quelle place accordez-vous à la justice et l'égalité sociale au Cameroun? Alors, ça me touche beaucoup. Ça m'étonne et ça me touche beaucoup que l'on dise ça de moi, parce que j'avais pas vraiment le sentiment que ça se voyait. Mais vous voyez, je viens de vous dire quel était le fil conducteur en fait de ma vie depuis le moment où j'ai découvert le droit en tant que matière.
le moment où c'est devenu mon métier, c'est cette idée derrière le droit qu'il s'agit de réguler les relations sociales et justement de faire reculer le mur de l'injustice. C'est ce qui me porte et c'est ce qui fait que pour moi, le droit peut être une arme, mais c'est surtout un bouclier. Il doit être vécu. Il est bien compris, à mon sens, s'il est vécu comme un bouclier dont peuvent se servir même ceux qui n'en auraient pas d'autres. Tout à fait. Ceux qui n'auraient pas d'argent, ceux qui n'auraient pas d'instruction, ceux qui n'auraient pas d'intelligence, ceux qui n'auraient pas de force physique. Tous ces atouts que l'on utilise et qui sont prégnants dans une société agressive et où c'est la raison du plus fort, s'effacent devant le droit qui est la force de la raison. Et c'est ce qui m'a porté tout au long de ces années à militer pour des causes comme l'abolition de la peine de mort, parce que quand on la rattache, la peine de mort, à son objectif, à son sens profond, quand on écrit un droit qui dit que quelqu'un peut dire de quelqu'un d'autre qu'il n'a plus le droit de vivre, on se rend compte des limites de la limite entre le pouvoir, parce que la peine de mort est essentiellement, à mon sens, une question de pouvoir, et le droit, qui est universel, qui est intemporel et qui ne devrait pas être à géométrie variable. Donc la lutte contre la peine de mort est une des causes pour lesquelles je me suis engagée. C'est comme ça que j'ai participé à ce concours de plaidoirie. Vous avez d'abord remporté celui qui a été organisé sur le plan national. Oui, tout à fait. Alors c'était un concours en plusieurs étapes. En fait. Ensuite, vous êtes allé en France. Voilà. Et là, voilà, j'ai été désignée co-lauréate avec ma consoeur Yasmine Atia de Tunisie. C'était une grande année pour la Tunisie. Je suis très fière d'avoir partagé ce prix avec elle. Et pour moi, je l'ai dit à cette époque-là, c'était un grand soulagement d'abord d'être désignée lauréate. Et parce que l'une des choses que ma mère m'avait dites au moment où je partais, quand elle s'est rendue compte que j'allais représenter la France dans ce concours qui concerne toute la francophonie, c'était: si tu veux revenir ici, tu as intérêt à revenir avec le prix. Et je me souviens avoir dit, très soulagée, quand on m'a appelé je crois que c'était le Quai d'Orsay, ministère des Affaires étrangères français, pour recevoir le prix. J'ai la joie d'annoncer à tout le monde que je vais pouvoir rentrer chez moi. Mais c'est un grand moment de rencontre et de partage avant tout. Et c'est pour ça que pour moi c'est un précieux souvenir. C'est la rencontre d'une icône du monde du droit francophone et de la lutte contre la peine de mort, celui qui est le père de l'abolition de la peine de mort en France. Donc c'est un très grand moment pour moi et ça fait partie des causes, et puis il y en a d'autres que je tiens quand même à mentionner. Il y a la lutte contre les discriminations, et je pense en particulier aux discriminations basées sur l'orientation sexuelle, que je dirais de manière plus terre à terre, comme étant la lutte contre la criminalisation de l'homosexualité, de l'homosexualité, de la différence d'orientation sexuelle. Mais en travaillant sur cette question, parce que c'était une question d'injustice, en rejoignant Maître Alice Nkoum il y a quelques années dans ce combat-là, pour moi, il y avait d'abord l'homosexualité, et puis je me suis rendu compte qu'il n'y a pas que l'homosexualité, il y a la question du genre. On part avec des a priori. Il y a deux genres humains, l'homme, la femme. D'après vous, vous êtes pour l'homosexualité? Je n'ai pas à être pour ou contre. D'après moi, on n'a pas le droit d'être pour ou contre une sexualité. On a le devoir de respecter la sexualité comme quelque chose d'intime et de privé. On a le droit, en tant que société, de protéger ceux qui sont faibles, les enfants, ceux qui n'ont pas la possibilité de se protéger eux-mêmes contre des agressions, même quand ce sont, et y compris quand ce sont des agressions sexuelles. Mais je ne pense pas... On devrait accepter les homosexuels dans la société comme tout le monde, normalement. On ne devrait pas s'en mêler. J'ai envie d'aller jusque-là. C'est-à-dire que pour moi, poser la question de l'homosexualité comme une question de est-ce que vous êtes pour ou contre, est-ce qu'on doit l'accepter ou la refuser, c'est déjà
outrepasser des limites. Je ne vous demande pas, il faut vraiment imaginer ce que c'est que de se voir interroger sur la façon dont on vit son intimité et on dit je t'aime à sa femme. D'après vous, maître Doki, comment devrait-on vivre la sexualité normalement? De manière intime et personnelle et de manière respectueuse de l'autre. C'est-à-dire que le viol, par exemple, est quelque chose de totalement inacceptable. Oui. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est inacceptable? Parce que vous imposez votre volonté à quelqu'un, que vous lui faites du mal, que vous lui causez du tort. Que la satisfaction de vos besoins, de vos désirs, passe par la destruction de quelqu'un d'autre. C'est ça, la valeur que vous voulez protéger. Dans le cas de l'homosexualité, ce que vous voulez voir imposer, c'est votre vision sur ce que devrait être l'autre. Et ça, c'est une violence. C'est, si je reprends le parallèle du viol, et je suis sur la question du point de vue du droit. Oui. Le droit, qu'est-ce que c'est? C'est la consécration de la liberté individuelle et du respect de l'autre. Il y en a qui forcent les autres à devenir homosexuels. Alors, c'est ce qui est condamnable à ce moment-là, c'est le fait de forcer, ce n'est pas le fait d'être homosexuel. D'accord. Et je crois que, effectivement, on pourrait, alors sur ça, je pourrais parler pendant des heures. Oui. On confond souvent dans le débat en ce qui concerne la société camerounaise, le comportement sexuel et l'identité sexuelle. Une chose que l'on ne dit pas suffisamment, et je trouve ça extrêmement hypocrite et dommageable pour certains de nos compatriotes, c'est qu'on ne choisit pas d'être homosexuel. Comme on ne choisit pas d'être noir, comme on ne choisit pas d'avoir un nez plat, comme on ne choisit pas sa taille. Oui. On est ce qu'on est. Maintenant, il y a des personnes qui vont porter des talons hauts, il y a des personnes qui vont se faire étirer les jambes, il y a des personnes qui vont se percer les oreilles. Là, ça devient un comportement, ce n'est plus une nature. Et il y a des personnes qui ont des relations sexuelles avec des personnes du même genre. D'accord. C'est un choix. Okay. Est-ce que c'est plus répréhensible quand on fait le choix que quand on ne le fait pas? Ce n'est pas ce que je dis. Je dis qu'à partir du moment où c'est un comportement, c'est l'affaire de deux personnes, oui. Que ces deux personnes le vivent dans leur intimité et qu'elles sont libres de vivre leur intimité, alors nous devrions respecter cela. D'accord, merci maître. Je propose qu'on marque une pause, on revient dans la deuxième partie de cette émission. On parlera de votre engagement en politique avec le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC, et ensuite on abordera votre passage au Conseil constitutionnel et la fameuse campagne que vous avez lancée, qui a commencé aujourd'hui, vendredi, par rapport à cette élection présidentielle. On marque une pause, on se retrouve juste derrière cette transition. Saviez-vous que vous pouvez payer votre billet d'avion Camerco avec MTN Momo? C'est très simple. Contactez le call center Camerco au 233 50 55 00. Communiquez votre nom, la date et l'heure de votre vol, votre adresse email et votre numéro de téléphone. Notez le code de référence qui vous sera communiqué. Effectuez votre paiement par MTN Momo en indiquant la référence obtenue dans le message. Et recevez par mail votre numéro de billet d'avion en confirmation de votre paiement. Bravo et bon voyage. In Phoenix, the future is now. De retour sur ce plateau pour la deuxième partie de cette émission. Alors, Maître Ndaki, vous êtes membre du MRC, un parti que vous ralliez en décembre 2016, si j'ai bonne mémoire. Pour la Renaissance du Cameroun. Voilà. Mais avant, vous étiez membre du CPP. Pourquoi quittez-vous le CPP et qu'est-ce qui vous motive à intégrer le MRC? Alors, je parle du CPP en 2014 parce que il me semble à ce moment-là que ce n'est pas pour moi la meilleure manière de servir mon ambition pour ce pays.
D'accord. J'ai le sentiment, à ce moment-là, certainement influencé par ce qui se passe autour de nous, j'ai été très sensible à ce qui s'est passé au Burkina Faso, si ma mémoire ne me trahit pas, justement en fin 2014. Très sensible à ce qui s'est passé un peu avant au Sénégal, et j'ai le sentiment que ce qui manque à la société camerounaise, c'est cela. Société civile forte, parce que ce qui se passe, le point commun entre le Burkina et le Sénégal, c'est le mouvement Y en a marre au Sénégal et le mouvement le ballet citoyen au Burkina, qui sont des organisations de la société civile qui ont rassemblé les citoyens de tous bords, sans considération d'appartenance politique, religieuse ou autre, derrière une volonté de changement social. C'est-à-dire que ça allait plus loin même que le changement politique, le changement d'homme ou de femme à la tête de l'État. Oui. C'était une volonté de changement social. D'accord. Et je crois que à ce moment-là, que c'est ce qui manque dans notre pays, et je veux à ce moment-là travailler pour renforcer la société civile. Raison pour laquelle vous décidez de quitter le CPP, le Cameroon People's Party. Ok, pour intégrer le MRC. Non, pas du tout. Comme vous l'avez noté tout à l'heure, je suis partie du MRC, du CPP en 2014. Je suis arrivée au MRC en décembre 2016. Donc pendant 2 ans, je travaillais avec la société civile, créée avec un groupe de connaissances et d'étudiants, une organisation qui s'appelle Freedom Generation, dont l'objectif est de promouvoir la démocratie et surtout de faire prendre conscience à nos compatriotes, particulièrement les jeunes de 20 à 35 ans, de leur pouvoir extraordinaire de changer la société dès lors qu'ils s'engagent, qu'ils s'intéressent et qu'ils s'engagent dans le champ politique, et qu'ils s'engagent en tout premier lieu à choisir, à regarder et à choisir leurs dirigeants. Donc l'expérience pour moi n'est pas très heureuse. Je me rends compte que je n'y ai pas donné suffisamment de temps. Je ne peux pas dire que c'est un échec, mais au début, convaincre, rassembler, tomber sur les bonnes personnes, c'est pas évident. Sortir des canevas classiques, parce que, par exemple, on a voulu passer par les organisations estudiantines, les présidents d'associations estudiantines, et puis on s'est rendu compte très vite que ces présidents sont nommés un peu comme les présidents de section RDPC, plus parce qu'ils ont les moyens d'organiser les élections que parce qu'ils sont portés par une vision. Et donc, ça n'a pas forcément fonctionné comme on le souhaitait. Et puis, fin 2016, je suis contactée par celui qui est aujourd'hui le conseiller municipal du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun à Douala 1er, M. Kwamutome Francis, qui a passé sa vie dans l'engagement politique et dans la lutte pour l'avancée de la démocratie au Cameroun. C'était l'un des compagnons de Black Yondo au début des années 90. Ils ont été en prison ensemble. Et ils ont donc ensemble participé au mouvement pour la réinstauration du multipartisme au Cameroun. Donc je suis approchée par lui, j'hésite, mais il se trouve qu'étrangement, le fait d'être partie du CPP ne m'a pas fait disparaître de la scène médiatique. J'ai continué pendant 2 ans à être invitée, à participer à des débats, etc. Et puis, il m'est apparu petit à petit que je n'étais pas seulement intéressée par la question de l'avancée démocratique. C'est-à-dire que le droit de vote, par exemple, et l'expression populaire de ce droit de vote n'est pas mon seul sujet de préoccupation. Je suis préoccupée par la politique économique, je suis préoccupée par la politique de santé, je suis préoccupée par la politique d'éducation. Et donc, dans la discussion avec M. Kwamutome et d'autres cadres du MRC, quelqu'un attire mon attention sur le fait que il est une chose de savoir de quoi la société a besoin. Elle a besoin d'une société. Je pense encore aujourd'hui que le Cameroun a besoin d'une société civile beaucoup plus forte que ce que nous avons aujourd'hui. Ceci étant, ça ne veut pas dire que moi, Michel Ndoki, je sois forcément le plus efficace dans la société civile. Et une phrase que je retiens, c'est les acteurs de la société civile s'intéressent à un pan de la vie sociale.
les injustices de divers, la violence contre les femmes, la lutte contre, aider l'aide des enfants de la rue, ce genre donc une thématique. Oui. Les hommes et les femmes politiques prennent l'ensemble des thématiques et élaborent un programme global d'amélioration de la vie sociale. Et quelqu'un me dit, il faut que tu saches dans quoi toi tu es le plus à l'aise, parce que c'est là où toi tu te sens le plus à l'aise, que tu es susceptible d'être le plus efficace. C'est comme ça que je suis rentrée dans le parti. D'accord, ok. Le 8 octobre, puisque vous étiez dans le parti, le 8 octobre dernier, Maurice Kamto a affirmé avoir tiré le pénalty et de l'avoir marqué. Oui. Personnellement, Michel Ndoki, comment avez-vous pris cette sortie du professeur? C'était un soulagement, je sais pas, c'était pas du soulagement, c'était une explosion. Je me souviens, j'avais passé la nuit au siège. Parce que je suis responsable des activités du MRC dans la circonscription de Douala 1er. Et en cette qualité, j'ai supervisé le processus électoral à Douala 1er le 7 octobre. Donc, je me suis levée et j'ai passé la journée à sillonner les bureaux de vote, à sillonner et à m'assurer que ça allait bien, à pousser une gueulante, par exemple, au lycée Jos quand je trouvais que ça n'allait pas, etc. Oui. Et puis le soir, je suis revenue au siège et j'ai attendu tous les procès-verbaux. 204 bureaux de vote, j'ai attendu, et je crois que dès ce soir-là, 22h30, nous avions les 204 résultats. D'accord. Il y avait 4 PV qui nous manquaient et qu'on a obtenu le lendemain, mais je vais passer la nuit avec les camarades, l'équipe, à rentrer les résultats dans un ordinateur pour faire la compilation. D'accord. Et être en mesure, parce que pour moi, c'était pas possible d'aller dormir sans savoir exactement combien, qu'est-ce que nous avions fait à Douala 1er, à Douala 2e, etc. Oui. Et puis, donc, nous transmettons les résultats dès le petit jour, hein. Comme d'ailleurs, je suppose que cela est fait, en tout cas c'est ce qui avait été prévu et organisé dans les différentes circonscriptions et les différents départements de ce pays. Et puis on continue quand même de rentrer, parce qu'il fallait saisir PV par PV, avoir une copie électronique. Oui. Et je sais pas, je suis allée me coucher vers 13h, donc le 8. Et puis j'ai été réveillée par la clameur. Parce que vers 15h, Maurice Kamto a annoncé, venait de faire son annonce. Et vraiment, c'est une explosion. C'est de se dire, on est donc capable de le faire. Est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'il le fasse? Oui, je trouve que c'est normal parce que c'est quelqu'un, c'est comme si vous me demandiez, est-ce que c'est normal quand on a un joueur de football et que l'on tire justement ce penalty, est-ce que c'était normal de sauter de joie et d'aller voir le public en disant vous voyez ce que j'ai pu faire. Vous savez très bien qu'il peut arriver, la seule personne sur un terrain de foot qui puisse dire si c'est un but ou pas, c'est l'arbitre. C'est pas vous. Okay. Et pourtant, on ne voit jamais les joueurs s'arrêter après avoir marqué un but, regarder l'arbitre pour voir si l'arbitre fait ça, ou écouter le coup de sifflet avant de se mettre à courir pour célébrer le but. Tout le monde a des yeux, tout le monde, pour reprendre le cas qui nous occupe, c'est calculé. Les résultats sont publics, ils sont affichés sur les tableaux, ils sont communiqués en temps réel et c'est comme ça que nous nous étions organisés. Oui. Il est normal, quand on a fini de faire la somme des résultats que nous avons reçus, de dire mon avance me permet de dire que j'ai marqué le pénalty. D'accord. Je crois que c'est normal. D'accord. Alors, devant le Conseil constitutionnel, tout le pays s'est arrêté pendant des heures pour suivre votre passage, au cours duquel vous présentiez les éléments de vote en votre possession. À ce moment précis, quel sentiment vous animait, sachant que vous étiez retransmis en Mondovision devant la télévision nationale? Alors, je ne savais pas forcément. Disons que j'ai bien vu qu'il y avait des caméras. Oui. J'avoue que je ne me suis pas demandé lesquelles et si c'était Mondiovision ou bien si c'était juste à Yaoundé. Quel est le sentiment qui m'anime? C'est une terreur immense. Parce que pour moi, en tant qu'avocat, c'est extrêmement important que les juges saisissent la portée de l'argument.
Le travail de plaidoirie d'un avocat c'est le travail un peu d'un conteur. Vous essayez d'embarquer un juge, quelqu'un qui est a priori extrêmement indifférent, qui n'a pas forcément envie de vous écouter, qui est arrivé en général au procès avec une idée préconçue, soit parce qu'il a eu un dossier, soit parce qu'il a eu vent de l'affaire. Oui. Donc il arrive avec une idée préconçue au moment où il vous écoute. Et vous devez lui faire tout le voyage en sens inverse pour l'amener où vous êtes quand vous entrez dans la pièce et que commence le procès. D'accord. Et donc, c'est ça qui est dans ma tête. Il va falloir que je les emmène en voyage alors que je sais très bien qu'ils ont une idée précise. Notamment à cause, je suppose, de ce que vous avez cité tout à l'heure. Le pays entier était indigné de voir que le professeur Kamto osait proclamer des résultats. Oui. Ce n'est pas ce qu'il faisait. On a passé je ne sais pas combien de jours à expliquer qu'il n'avait pas proclamé les résultats. Il avait annoncé sa victoire, que c'était un peu différent. Mais ce n'est pas le but, ce n'est pas le point. Le point est que c'était faire montre d'un culot, si vous me permettez l'expression, incroyable dans l'environnement camerounais que nous connaissons, et que les gens étaient quand même encore sous le choc, et en particulier les représentants de l'autorité légitime étaient quand même certainement en train de se dire, voilà l'insolent qui croit pouvoir usurper notre autorité. D'accord. Et donc, il fallait les faire sortir de là et les emmener en voyage. Et c'est ça qui était dans mon esprit pendant tout le temps où j'ai préparé ma plaidoirie. C'était ou ma présentation, mes observations. Parce qu'il y a eu une petite discussion devant le conseil sur la nature de ce que j'avais fait. Oui. Mais c'est ce qui me préoccupait. C'était, est-ce que ils vont bouger de là où ils étaient installés avant qu'on ne commence la discussion. D'accord. Ok, rapidement alors, maître, pour continuer cette interview, parce qu'il nous reste juste peu de temps. En quoi consiste le mouvement non au hold-up qui vient d'être lancé par le MRC? Que comptez-vous faire exactement? Parce que le ministre Grégoire Ona, dans un post sur Facebook, estime par exemple que c'est un plan malsain contre le Cameroun. Que voulez-vous exactement démontrer à partir de ce mouvement? Alors, je vais commencer par la remarque du ministre Grégoire Ona, dont je découvre jour après jour avec une immense tristesse le côté vindicatif. Je pensais qu'il était l'une des personnes dans le gouvernement les plus pondérées. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je pensais ça, mais je découvre en tout cas son côté vindicatif avec de plus en plus de tristesse. Je crois que le ministre Grégoire Ona et ceux qui sont d'accord avec lui sur cette analyse confondent le gouvernement camerounais, l'État camerounais et le Cameroun. Et je crois que c'est un tort. Donc, l'un des premiers objectifs, c'est d'amener ceux qui font le Cameroun, ceux qui font la nation camerounaise, c'est-à-dire le peuple camerounais, à se rendre compte que un groupuscule de personnes sont en train de leur voler jusqu'au droit d'exister. Oui. Et qu'il faut qu'ils y mettent le holà, parce qu'il y va de la pérennité, de la survie et de la prospérité de notre nation. Il faut, et c'est à ça que sert le mouvement non au hold-up, que le peuple camerounais qui s'est exprimé et dont nous avons démontré au-delà de tout doute que sa volonté n'avait pas été respectée, que ce peuple camerounais réagisse parce que sa volonté n'a pas été respectée. D'accord. Oui. Et que répondez-vous, maître, à ceux qui disent que votre parti, durant votre plaidoyer, était du populisme essentiellement et que vous voulez surfer sur l'émotion? J'avoue que je ne sais pas bien qu'est-ce que c'est que cette expression populisme, mais je revendique effectivement le droit de... il n'y avait rien de sérieux dans ce que vous faisiez. De rester sur cette émotion. J'ai envie de dire, comme certains, j'aime beaucoup cette expression que je ne commente pas les commentaires. Mais plus sérieusement, ce qui se passe dans notre pays, et vous avez parlé de ça tout à l'heure, le Cameroun s'est arrêté pendant 3 jours, donc ça n'avait que très peu à voir avec ma plaidoirie à moi, parce que moi je suis intervenue que 1 heure ou un peu plus sur les 3 jours. Le Cameroun s'est arrêté pendant 3 jours parce que tous les Camerounais
du plus petit au plus grand, du plus modeste au plus nanti, se rend de bien compte que c'est leur chance historique. C'est la première fois depuis que ce pays est un pays reconnu sur la scène internationale. C'est la première fois que nous allons pouvoir construire ce pays, oui, que nous allons pouvoir lui donner la direction que nous voulons. Et je crois que c'est sur ça qu'il faut garder les yeux braqués. Oui. Je crois que ce que nous faisons avec nos hold-up, quand nous disons nous allons nous arrêter demain samedi, nous allons traverser le pont du Vouri à Douala, nous marchons à Montréal, nous marchons à Paris, nous marchons en Allemagne, en Éthiopie, etc. Ce que nous faisons, c'est de nous arrêter pour dire tu es là, toi aussi. Je me sens plus fort parce que tu es là, parce que nous sommes tous là et nous allons construire un pays qui est le pays que nous voulons, qui est le pays que nous méritons. Mais, maître, revenons à cette actualité. Étiez-vous sincèrement représenté dans 25 000 bureaux de vote? Non, et je ne pense pas... Avez-vous 25 000 PV en votre possession? Quand vous dites est-ce que vous étiez sincèrement, cela implique que nous avons prétendu l'être à un moment. Si vous avez écouté les débats... Est-ce que vous l'avez été donc? Si vous avez écouté les débats, vous vous souviendrez que nous avons dit justement que nous n'avons pas pu être là dans 25 000 bureaux de vote. D'accord. Que nous avons été chassés de 25 000, d'un certain nombre de bureaux de vote. Qu'il y a des endroits où nos militants ont risqué leur vie et devaient quitter non seulement le bureau, mais la ville et le village pour préserver leur vie. La question qui a été discutée devant le Conseil constitutionnel, ce n'est pas la question de savoir si nous avons la preuve que Maurice Kamto est le président de la République. On mélange deux choses. Maurice Kamto a fait ses comptes, et ce n'est pas d'ailleurs Maurice Kamto, le mouvement pour la renaissance du Cameroun a fait ses comptes, et sur la base des comptes qu'il a fait, a dit le penalty a été marqué. D'accord. Ça, c'est le discours, comme nous avons pu entendre d'autres dire que le président Biya avait déjà gagné avant même que les élections ne commencent et qui ont continué de le dire jusqu'ici. Je veux dire, vous avez entendu à plusieurs reprises des gens dire que le président de la République actuelle avait gagné. Maître, avez-vous 25 000 PV? Ça va être la troisième fois que je réponds à cette question alors que le temps est compté. Allez-y, je vais y aller puisque vous insistez. Oui. Nous n'avons pas 25 000 procès-verbaux, mais la question n'est absolument pas là et ce n'est pas la question qui était discutée devant le Conseil constitutionnel. La question qui est discutée devant le Conseil constitutionnel, qui est chargée de dire qui est élu président de la République, c'est sur la base de quoi est-ce que le Conseil constitutionnel prend cette décision. D'accord. Le Conseil constitutionnel prend cette décision sur la base principalement du rapport du procès verbal de la réunion de la Commission nationale de recensement général de vote, qui compile 58 rapports des commissions départementales. Dès lors que sur les 58 rapports, nous démontrons qu'il y en a au moins 30 qui sont faux, le Conseil constitutionnel n'a plus les moyens de dire qui est président de la République. Et c'est important que le message soit clairement passé. Donc, j'espère que vous me permettrez d'insister là-dessus. Allez-y. La question que nous avons soumise au Conseil constitutionnel, c'était, nous voulons que les opérations électorales, est-ce que vous permettez que les opérations électorales soient annulées dans cette région 7 Parce que là-bas, nous ne pouvons pas dire, vous ne pouvez pas dire, pas nous, c'est pas à nous de le dire, mais vous, les documents qu'on vous a apportés ne permettent pas de dire, comme il l'affirme, ces documents-là, que la personne qui a gagné les élections s'appelle Paul Biya. D'accord. Parce que il y a des documents qui ne sont pas signés. Parce que il y a des calculs qui arrivent à un total de 101, 102, 103%. Parce que vous avez dans le département, dans la région de l'Ouest, des résultats qui ont été inversés et des totaux qui ne correspondent pas. Que dans la région du Centre, vous avez un total de voix en faveur du candidat Biya qui est supérieur dans le Mfundi au total dans la région du Centre. Donc, vous n'avez pas des éléments qui vous permettent de dire que c'est effectivement Paul Biya qui a été élu. Annuler les opérations électorales. Ce qui n'a pas été fait. Oui, effectivement. Et toutes les requêtes ont d'ailleurs été rejetées.
Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Ça ne change pas D'accord. la réalité des faits et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous disons non au hold-up. Parce que si le Conseil constitutionnel, et je terminerai en ce qui concerne le Conseil constitutionnel là-dessus, D'accord. quand il a rendu sa décision de rejet, je ne sais pas si tout le monde a noté, il n'a pas dit un mot sur ces procès-verbaux. Il a parlé de tous les moyens que nous avions soulevés et je rappelle que nous avons déposé un recours 72 heures après les élections, c'est-à-dire avant que la plupart des commissions départementales n'aient rendu leur rapport. Tout à fait. Donc, la loi est faite de telle manière que on ne puisse pas, quand la commission départementale produit un faux rapport, faire un recours contre. D'accord. Donc, vous faites un recours et puis le rapport de la commission départementale arrive entre-temps et vous arrivez devant l'audience avec ces éléments de preuve. Et le conseil les a acceptés. Et un membre du conseil, oubliant toutes les règles de droit que j'ai apprises, mais c'est pas grave, enfin, dans le cadre de cet exercice, prend les documents. On lui dit, nous demandons 36 documents. Montrez-nous les 36 documents sur la base desquels vous dites que le président de la République actuelle a été réélu. D'accord. Il en apporte 6. Et quand on ouvre les 6, il n'y en a qu'un qui est un document authentifié. Donc, forcément, aujourd'hui, il nous faut une opération qui permette au peuple camerounais de se dire les responsables de l'ECAM nous ont tourné le dos. La police nous a tourné le dos. Les juges ont refusé que nous puissions avoir des huissiers qui constatent les irrégularités pour nous protéger. Le Conseil constitutionnel nous a tourné le dos. Est-ce que celui que tout le monde dit aujourd'hui être le leader de l'opposition va lui aussi nous tourner le dos? L'opération Hold Up consiste à répondre non au peuple camerounais. Nous avons un droit inaliénable à l'autodétermination et c'est ce droit qui est défendu aujourd'hui. Quand nous disons que demain samedi à 9h30, on va se retrouver devant le pont du Vouri, que nous allons traverser les mains nues. Quand nous disons de placarder partout non au Hold Up, nous disons à nos compatriotes qu'ils ne sont pas seuls, qu'on ne leur tournera pas le dos, qu'ils ne doivent pas se tourner le dos à eux-mêmes et que nous pouvons construire cette nation en dehors des règles que le pouvoir actuel est en train de bafouer. Alors, maître, que veut au juste votre candidat? Le 8 octobre, il fait une sortie pour dire qu'il est gagnant. Ensuite, il va devant le Conseil constitutionnel. Le jour de la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, il fait une sortie pour dire qu'il est le réel gagnant et a en sa possession les vrais résultats. Et il compte s'adresser au peuple le même jour de prestation de serment que Paul Biya. Qu'est-ce qu'il veut finalement? Ce qu'il veut, c'est rester aux côtés, c'est remplir une promesse qu'il a faite avant même que ne commence la campagne. Il a toujours dit à ses compatriotes... On a l'impression, je ne vous coupe pas, que c'est un film qu'il a tracé depuis. Vous ne trouvez pas? Non, je ne trouve pas, parce qu'il y a une chose qu'il ne pouvait pas écrire à la place des Camerounais, c'est le résultat des votes. C'est le verdict des urnes. Ça, c'est une partie de la chanson que le peuple camerounais a écrite. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut depuis le départ? C'est rester aux côtés du peuple camerounais. Je voudrais quand même rappeler à la mémoire collective que notre pays n'est pas un pays où, comme à Yaoundé et à Douala, règne la paix et la concorde. En ce moment, la guerre au nord-ouest et au sud-ouest fait rage. On est en train de renforcer la présence armée dans ces deux régions et on assiste, il y a des témoignages directs faits dessus, à des exactions qui sont de plus en plus gravissimes. Aujourd'hui, j'ai une parente qui habite à Bamenda qui me dit que quand vous voyez arriver les militaires, vous partez en courant. Et vraiment en courant très vite parce que elle a été le témoin quelques jours plus tôt de ce qu'on avait sorti des gens d'un taxi et qu'on les avait abattus. Une des journalistes, une de vos consoeurs d'Equinox a publié aujourd'hui ou hier sur Twitter l'histoire d'un jeune homme qui a été sorti d'un taxi dans la région et abattu avec 2 ou 3 autres personnes pour suspicion d'appartenance aux forces de résistance ou aux forces séparatistes. Abattu par qui? Abattu par les militaires ou en tout cas par des personnes qui étaient habillées en militaire. Donc,
la situation, donc chacune de ces personnes, qu'il s'agisse d'un militaire ou qu'il ne s'agisse pas d'un militaire, qui meurt aujourd'hui, meurt parce que fondamentalement, nous ne pouvons pas compter sur le chef de l'État actuel et le gouvernement actuel pour résoudre une crise qu'ils ont causée. Et ce que veut le professeur Kamto, c'est que ça s'arrête. Nous voulons qu'on arrête de s'entretuer. Nous voulons, moi, je veux. Et je pense qu'en ce sens-là, je suis comme le professeur Kamto. Je veux que nos enfants arrêtent de tomber, arrêtent de mourir. Je veux que l'on revienne à une vie normale, à ce que nous avions avant. Des gens qui travaillent pour la plupart honnêtement, pour prendre soin d'eux et de leur famille. Voilà ce qu'il veut. Et ça ne sera pas obtenu si nous laissons une tricherie aussi monstrueuse que celle à laquelle nous venons d'assister se passer en disant ce n'est pas grave, la prochaine fois on fera différemment. Cela fait des décennies que on se dit que la prochaine fois on fera différemment. Ce n'est pas possible de continuer de tourner la tête parce que nous ne tombons pas sous les balles, parce que nous pouvons envoyer nos enfants à l'étranger, parce que nous pouvons aller nous faire soigner à l'étranger. Nous avons le devoir de protéger ce peuple qui paye de sa sueur les impôts qui nous permettent d'obtenir tous les avantages que nous avons. Ce que veut le professeur Kamto, c'est que son pays se relève d'une période noire et difficile et que nous embrassions ensemble les promesses et les opportunités que offre l'avenir. Merci infiniment, maître. Merci écoutez, si je vous dis avocat beurre. Je dis que ce n'est pas très gentil de la part de mes compatriotes qui ont fait cette photo et que je ne suis pas du tout complice de cette initiative parce que je tiens à garder mes relations avec mon confrère Maître Momo. D'accord, merci. Mais je suis flattée. Merci. Merci infiniment, Maître Michel Ndoki. Mais c'est moi qui vous remercie. C'est ici qu'on met un thème à cet entretien. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. C'est ici qu'on met un thème à cet entretien avec notre invité de ce jour, Maître Michel Ndoki, avocat au barreau du Cameroun. Merci à l'équipe technique qui a travaillé autour du concept, Gilles Noubissi pour la réalisation et naturellement Tini pour le montage. Merci au directeur de publication, Guy Avefongan, qui s'est chargé de la préparation de ce programme. Continuez de suivre l'actualité sur nos différentes plateformes, notamment sur notre site internet www.afrique-de6inform.com, sur notre chaîne YouTube Afrique-de6inform, où vous pouvez d'ailleurs retrouver tous nos programmes, 7 minutes pour convaincre, le débat d'Afrique Inform, ainsi que Référence Sport. Merci à la marque de vêtements SM qui se charge d'habiller l'équipe d'Afrique Inform. On se retrouve bientôt avec un autre invité. À très vite.